Le constat est dans beaucoup de bouches. En orthographe, le niveau des élèves ne cesse de baisser. Une étude du ministère de l'Éducation nationale, abondamment relayée, nous apprend par exemple que les petits Français font 9 fois plus de fautes sur une même dictée que 30 ans plus tôt. La complexité du français réside notamment dans le fait que sa transcription écrite n'est pas le reflet de sa prononciation, une inadéquation à l'origine d'un nombre d'erreurs inépuisables. Dès lors, les débats sur la réforme de l'orthographe se suivent et se ressemblent presque, et ce depuis plusieurs siècles. Alors, comment cette langue particulièrement complexe est-elle formée? A-t-elle été toujours aussi rigide dans sa graphie? Depuis quand l'orthographe est-elle un problème, un objet d'apprentissage et de sanction? Pour nous éclairer sur l'orthographe et son histoire, Gabrielle Parussa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de linguistique et de philologie à la Sorbonne Université et vous faites paraître Écrire le français chez Actes Sud. Merci d'être avec nous ce soir dans Question du soir. La méthode d'apprentissage global de la lecture est absolument mortifère pour l'orthographe. Il y a un autre phénomène qui est que les professeurs eux-mêmes ne maîtrisent pas la grammaire et l'orthographe. J'en suis témoin tous les jours. J'ai des collègues qui viennent me voir en me demandant, en confondant les compléments d'objet direct et les sujets. Donc quand on commence à accorder un verbe avec un complément d'objet direct, c'est compliqué après, c'est sûr. Et en fait, ce sont des erreurs non seulement d'orthographe, mais ce sont des erreurs de sens, ce sont des erreurs de logique, ce sont des erreurs de syntaxe, ce sont des erreurs de pensée. Ce sont des gens qui pensent mal. Que les enfants pensent mal à 10 ans, ça peut se pardonner, ça peut s'excuser. Que des adultes qui leur enseignent pensent mal, là, ça devient compliqué. inquiétant. La voix de Lisa Kamen-Hirsig, professeure des écoles à Paris, elle s'exprimait sur la chaîne CNews. Gabrielle Parussa, comment est-ce que vous abordez cette question de la baisse générale du niveau en orthographe qui semble faire consensus chez beaucoup de personnes justement qui encadrent ces enfants? Comment vous l'abordez en tant que philologue et en tant que spécialiste des questions linguistiques? Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste de la didactique de l'orthographe, mais il est vrai que, d'après mon expérience, cela fait à peu près 30 ans que j'enseigne, le niveau a certainement baissé. Des enquêtes très sérieuses qui ont été menées à la fin du siècle dernier et aussi à 2 reprises au XXIe siècle prouvent qu'il y a une baisse de niveau. Il faut aussi voir qu'on a utilisé la dictée comme référence, exercice, comme référence. Peut-être qu'il faudrait aussi voir d'autres productions écrites pour bien évaluer le niveau des études des élèves et des étudiants. Ce qui est vrai, c'est que effectivement, on remarque actuellement des fautes qu'on ne voyait pas ou très rarement il y a une vingtaine d'années. Par exemple, des fautes non seulement d'orthographe lexicale, mais d'orthographe grammaticale. S au pluriel d'un verbe, par exemple. Alors, je voudrais qu'on fasse avec vous justement une histoire de cette faute d'orthographe, une histoire pratiquement de l'orthographe. Vous faites paraître un ouvrage passionnant intitulé Écrire le français aux éditions Actes Sud. Et pour comprendre ce qui se joue dans les diverses réformes de l'orthographe, dans l'orthographe telle qu'on la perçoit aujourd'hui, vous remontez au Moyen-Âge et notamment le choix des scribes qui décident de transcrire le français en alphabet latin. Expliquez-nous ce qui se joue à ce moment-là. Le premier texte qui nous a été conservé en français, ce sont les célèbres sermons de Strasbourg. Et c'est écrit avec l'alphabet latin. C'est normal parce que ce petit texte de quelques lignes est contenu dans un grand texte, une chronique en latin, donc les scribes ont l'habitude d'utiliser l'alphabet latin. Donc c'est tout à fait naturel. Le problème, c'est qu'ils vont vite être confrontés à des difficultés parce que on estime que à cette époque-là, le français ou le proto-français plutôt, comptait à peu près une quarantaine de sons pour 23 lettres. Donc vous voyez, le problème, il est là. Il n'y a pas autant de lettres que de sons qu'il faut représenter. Ça, c'est la première difficulté. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple très concret, justement, ces difficultés à transcrire à l'écrit la langue que l'on parlait? Vous l'avez dit, 23 lettres, 5 voyelles, l'Y n'existait pas encore. Si, l'Y a été introduit déjà en latin. Il vient du grec et donc ils le connaissent, mais ils l'utilisent très peu.
Il ne l'utilise pas beaucoup. Mais des exemples, c'est très simple. Il y a des sons comme tche, par exemple, ou e, qui n'ont pas de correspondant à l'écrit. Avec quelle lettre va-t-on écrire tche? C'est un son nouveau qui n'existait pas en latin. La conséquence très pratique, c'est que l'orthographe, est-ce que c'est même une notion qui existe à ce moment-là? Si on doit écrire, si on peut, même on doit écrire effectivement le français de différentes manières, chacun l'écrit à sa façon? C'est un peu ça. Il n'y a pas autant d'orthographes, disons, de systèmes graphiques que de copistes. Il y a des effets liés au lieu où le texte est transcrit, des effets liés aussi à l'école, à l'atelier auquel appartient le copiste, et puis des graphies plus individuelles. Et ce qui est étonnant pour nous aujourd'hui, c'est de voir que à l'intérieur d'un même manuscrit, copié par un seul scribe, on peut avoir le même mot écrit de 2, voire de 3 façons différentes. Ça ne choque personne. Alors face à cette grande variation de l'écrit, un processus va se mettre en place, un processus d'uniformisation. Je voudrais qu'on parle du rôle, pour commencer, des imprimeurs. En quoi joue-t-il un rôle fondamental dans l'uniformisation de la langue écrite? La première chose qu'il faut retenir, c'est que quand un imprimeur produit un livre, il produit entre 100 et 500 exemplaires au XVe siècle. On estime que c'est à peu près dans cet ordre-là. Un copiste qui copie un manuscrit en copie un seul. Parfois, quand on copie un manuscrit, il y a 2, 3 ou 4 copistes qui interviennent, alors que en général, un imprimeur a un compositeur qui va composer un volume, par exemple. Du coup, l'imprimerie, je dirais, va forcément contribuer à l'uniformisation par le fait qu'elle produit 500 fois la même chose, ou presque la même chose, même si les exemplaires ne sont pas tous identiques, parce qu'en relisant, on trouve des fautes et on corrige. Deuxièmement, l'imprimeur et le libraire sont aussi des commerçants et ils veulent vendre les objets qu'ils produisent. Pour les vendre, il faut que le texte ne soit pas trop rempli de traits régionaux. C'est-à-dire que si vous imprimez un texte à Lyon, vous voulez qu'il puisse être lu à Paris et à Amiens, par exemple. Et du coup, une sorte de standardisation se fait presque automatiquement avec l'éviction de toutes ces graphies qui sont trop liées à la langue régionale et à des prononciations particulières. Une standardisation se fait par le truchement du travail des imprimeurs, et dans le même temps, ces imprimeurs, ils hésitent aussi sur les graphies à employer. Vous prenez 2 exemples dans votre livre, Gabriel Parussa, les Essais de Montaigne en premier lieu, et le Don Juan de Molière. Alors expliquez-nous pourquoi ces 2 ouvrages vous ont servi à appuyer, à illustrer plutôt les hésitations des 10 imprimeurs. J'aurais pu en choisir beaucoup d'autres parce que, en fait, si on regarde les livres de cette époque, du XVIe et du XVIIe siècle encore, et qu'on compare 2 éditions, on trouvera forcément des graphies différentes. Donc, contrairement à ce qu'on croit habituellement, à ce que croient tous les étudiants auxquels je raconte cette histoire, on n'écrit pas tous de la même manière au XVIIe siècle. Le cas de Montaigne est très intéressant parce que Montaigne est un auteur qui dit lui-même ne pas être intéressé par l'orthographe. Ce n'est pas son affaire, c'est une affaire d'imprimeur. Mais quand il corrige le premier exemplaire de ses essais, il va introduire des graphies qui ne sont pas les graphies de l'imprimeur. Et dans la version corrigée, l'imprimeur ne va pas retenir les graphies un peu connotées du point de vue par des régionalismes de Montaigne, mais va appliquer les graphies qui sont celles de son atelier ou de son compositeur. Et donc on retrouve des variations. J'en prends quelques exemples. Fils et fils. Alors fils écrit F-I-L-S ou F-I-L-Z. Huitième écrit huitiesme ou huitième. Vrai écrit avec un Y ou un I comme aujourd'hui. Fameux qui termine par un S ou qui termine par un X. Là aussi, l'hésitation est constante. Oui, totalement. Oui, oui.
parce qu'il n'y a pas encore une norme écrite qui dise exactement comment il faut écrire les mots. Au XVIe et au XVIIe siècle, la stabilité n'est toujours pas de mise. Ce sont 2 siècles au cours desquels l'évolution, j'allais dire, la façon dont l'uniformisation se fait est quand même relativement lente. C'est ce que vous expliquez. C'est très lent à se mettre en place pour diverses raisons. On l'a dit, ce sont les imprimeurs les premiers qui sont en première ligne pour résoudre les problèmes que pose l'orthographe. Mais il y aura aussi les grammaires qui viennent préciser. Elles ne s'occupent pas beaucoup de orthographe, les premières grammaires du français, mais elles viennent préciser il faut plutôt écrire comme ça ou comme ça. Je donne un exemple. Vaugelas, dans sa grammaire, dans ses remarques de 1647, quand il parle d'écriture, parfois il dit qu'il y a 2 possibilités pour le même mot. Il accepte donc la variation. Ce qui vient aussi uniformiser et aller, disons, pousser vers la standardisation, ce sont les dictionnaires. Mais ils arrivent très tard, les premiers dictionnaires. Au XVIIe siècle, vous dites. À la fin du XVIIe siècle, oui. Au XVIe siècle, il y a déjà, et vous l'expliquez très bien, des débats justement déjà sur l'orthographe entre les réformateurs qui expliquent, ça résonne déjà avec le contemporain, qu'il faut une écriture plus proche de la prononciation, et des conservateurs en face qui nous disent non, l'orthographe, l'écriture, c'est d'abord quelque chose d'esthétique, c'est la grâce qui doit primer lorsqu'on écrit. Expliquez-nous justement ce débat et ces divisions. Alors, les réformateurs de l'orthographe, ils sont très nombreux au XVIe siècle, ont comme but principal de démontrer que la graphie, enfin les systèmes graphiques que l'on suit sont trop complexes, notamment parce qu'il y a des lettres que l'on écrit et que l'on ne prononce pas. Et donc ils proposent tous des réformes plus ou moins importantes, plus ou moins radicales, pour rendre l'écriture plus proche de ce qu'ils appellent la prolation, c'est-à-dire la prononciation. Toutes ces réformes sont proposées par des traités qui sont publiés par des imprimeurs de l'époque. Et de l'autre côté, on a les conservateurs qui pensent que le code graphique est quelque chose, ne doit pas être la peinture de la voix, c'est-à-dire il ne doit pas représenter la manière de prononcer, pour diverses raisons. La première n'est pas tellement esthétique. La première raison et la plus importante, et c'est la raison pour laquelle peut-être la réforme n'a pas marché, c'est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les homonymes ou les homophones en français, c'est-à-dire des mots qui à l'oral sont identiques, mais ne le sont pas à l'écrit, parce que l'écrit doit les distinguer. Quel rôle, Gabriela Parussa, jouera l'Académie justement dans l'expression de la norme orthographique ? Alors un rôle important au début à cause du dictionnaire. Et dans la préface, ils disent très clairement, les académiciens, avoir choisi entre les deux camps. Entre les réformateurs et les conservateurs. Avoir choisi les conservateurs, c'est-à-dire l'orthographe, l'ancienne orthographe, une orthographe qui est étymologisante, c'est-à-dire qui garde dans le mot des traces du mot latin. Donc le rôle joué par l'Académie à ce moment-là est important parce que, étant donné qu'il publie le dictionnaire, au moins l'orthographe lexicale est fixée d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que la variation disparaît par la suite. Je voudrais qu'on fasse un bond léger dans l'histoire. Au XIXe siècle, en 1833, la dictée de texte fait son entrée officielle à l'école. On va écouter l'un des premiers émissaires, l'un des premiers représentants de cette dictée. Lui, il s'exprime au XIXe siècle, en 1986. Je veux parler de Bernard Pivot. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous rappelle d'abord les règles du jeu. Je
dicte la ponctuation. Il n'y aura donc de faute ni de ponctuation ni de majuscule. Je fais toutes les liaisons. Et enfin, là je m'adresse surtout aux candidats et aux personnalités, je vous invite à écrire très clairement de telle sorte que les correcteurs puissent distinguer vos accents graves de vos accents aigus. Accents aigus. Aigus. J'ai dit que je faisais toutes les liaisons, alors celle-là, vous voyez, je commence bien. Les accents aigus. Donc je vais commencer par le texte en continu. Ce texte, il est de Micheline Somment. Il a été revu alors vraiment dans tous les détails, dans tous les recoins par des correcteurs professionnels. Alors allons-y, candidats, vous êtes prêts? Alors allons-y. C'est agréable d'entendre Bernard Pivot qui se trompe, mais qui se trompe dans la joie, au fond, Gabriela Parussa. Est-ce que la dictée est une spécificité française? La dictée telle qu'on l'érige presque en exercice sacré du point de vue de l'orthographe? Oui. C'est une spécificité française. Les petits Italiens et les petits Espagnols ne font pas autant de dictées que les Français, mais pour une raison qui est évidente. L'espagnol et l'italien sont des langues qui sont restées plus proches. L'oral est resté beaucoup plus proche de l'écrit, ou l'écrit est plus proche de l'oral, comme vous voulez, mais il n'y a pas cette difficulté qui vient en français, non pas des choix de l'Académie, il ne faut pas toujours accuser les académiciens qui n'y sont pour rien, mais de l'évolution phonétique du français. Un exemple très clair, en espagnol, vous avez cantado, cantar, et en français, chanter, chanter. Et vous ne pouvez pas distinguer à l'oral, mais vous devez distinguer à l'écrit, parce que morphologiquement, ce n'est pas la même forme. C'est un infinitif et un participe passé. Donc, la dictée est devenue, d'une certaine manière, à cause de cette difficulté particulière du français, là, un exercice typiquement français. Après, il y a aussi le côté plus social et culturel. C'est devenu une sorte de jeu. Mais en fait, le problème, je pense, n'est pas tant d'apprendre aux Français à bien écrire nénuphar. Je pense que ce n'est pas, ou rhododendron, comme je le dis dans le livre. C'est plutôt l'orthographe grammaticale qui est importante. Alors justement, là-dessus, vous nous avez bien expliqué que dans l'histoire, la variation orthographique a longtemps été la norme, mais quand est-ce que l'erreur en orthographe devient faute d'orthographe? Quand est-ce que la faute d'orthographe devient une tare pratiquement? Là aussi, ça prend beaucoup de temps. En fait, pour qu'il y ait faute d'orthographe, il faut une norme. Donc déjà, il faut que la norme soit en place pour qu'on puisse faire une faute d'orthographe. Donc, on n'a aucune mention de faute d'orthographe ni de correction orthographique pendant la période médiévale. C'est sûr, et même au XVIe siècle, je n'ai pas trouvé encore des corrections ou des mentions de fautes d'orthographe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on commence à parler de fautes d'impression à la fin du XVIe, au milieu du XVIe siècle, et puis au XVIIe, qu'on commence à trouver fautes d'orthographe. J'ai un peu regardé dans les bases de données du français comme Frantext. On trouve faute d'orthographe à la fin du XVIIe siècle, mais ça devient vraiment la présence de cette expression est massive à partir du milieu du XIXe. Donc c'est à partir du moment où l'orthographe est entrée dans les programmes de l'école et où on a institué la dictée. Et c'est à partir de là que tout le monde, y compris les écrivains, commence à parler de fautes d'orthographe ou avoue faire des fautes d'orthographe, comme George Sand, par exemple. Je voudrais vous faire entendre des témoignages de jeunes Français. Ils étaient jeunes, du moins, en 1987. C'est la date de cette archive. L'orthographe, c'est un problème pour toi? C'est pas mon point le plus fort. Ça veut dire quoi? Que je suis nulle. Ah ça non, c'est l'enfer ça. Quand on lit une copie où il y a plein de fautes d'orthographe, c'est pas agréable à lire. Moi, j'ai ma sœur aussi qui est en 5e et puis elle fait des fautes vraiment horribles. Mais quand je vois au bout de 5 fautes, j'arrête la lecture parce que je trouve ça abominable. Je pense qu'ils s'illusionnent énormément sur les capacités réelles que les gens des générations précédentes avaient. Je crois que certains maîtrisaient parfaitement l'orthographe
et qu'il y avait une part importante qui arrêtait sa scolarité relativement tôt, qui, elle, connaissait de réels problèmes d'orthographe. Comment est-ce que vous expliquez, Gabriela Parussa, cette sacralisation peut-être très française de l'orthographe ? Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ce qui est certain, c'est que c'est devenu un moyen de distinction sociale. Et c'est devenu une tare, comme le dit cet enfant. C'est horrible, je fais plein de fautes. Je suis nul, dit-il. Je suis nul. Parce que quand on fait des dictées, on voit qu'on compte le nombre de fautes. Mais je pense qu'il faudrait peut-être dédramatiser en se disant que d'abord, on a toujours fait des fautes d'orthographe. On apprend en faisant des fautes. Et l'apprentissage de l'écrit est quelque chose d'extrêmement lent qui vient après l'apprentissage de la lecture dans l'ordre. D'ailleurs, au Moyen-Âge, beaucoup d'enfants apprenaient à lire mais n'apprenaient pas à écrire, par exemple, qui est donc secondaire. Et puis, ça peut s'apprendre. Donc, ce n'est pas... c'est devenu une sorte de tare aussi parce que c'est un exercice qui est souvent proposé et parce que quand on écrit, et qu'on écrit de plus en plus, eh bien, il y a des gens qui lisent et qui évaluent, qui regardent et qui sont prêts aussi à critiquer si on n'écrit pas correctement ce qui est énoncé. On sacralise l'orthographe, on est peut-être aussi un peu hanté par les réformes de l'orthographe, des réformes ou des projets de réforme qui divisent énormément la société française, en tout cas celles et ceux qui prennent la parole à son sujet. Comment là aussi expliquez-vous, ces crispations autour des réformes ? Vous expliquez bien par ailleurs dans votre ouvrage que ce sont des réformes qui souvent accouchent d'échecs. Oui. Il y en a eu beaucoup, notamment au XXe siècle. Il y en a eu au moins 4 ou 5 propositions. Certaines ont abouti partiellement, c'est-à-dire l'Académie, par exemple, a accepté de modifier certaines graphies. Et puis, elle est revenue 10 ans plus tard en disant que l'usage n'avait pas suivi. L'orthographe, c'est aussi l'image de la langue. Donc, il ne faut pas oublier qu'une partie de l'apprentissage, c'est aussi la mémorisation et la mémorisation de l'image du mot. Du coup, si vous changez cette image du mot pour quelqu'un qui a appris, à coup de mauvaises notes, à bien écrire en français, eh bien, quand vous lui dites que oignon, dorénavant, peut s'écrire sans i, il sera un peu... décontenancé ou alors il sera furieux parce qu'il a l'impression qu'on change la langue française. C'est la même chose pour l'accent circonflexe. Quand on a décidé d'enlever un certain nombre d'accents circonflexes dans les rectifications de l'orthographe de 1990. Réforme qui a eu celle-ci du succès puisqu'elle a été établie. Elle a été établie mais pas tout à fait suivie pendant au moins une vingtaine d'années. Et puis maintenant, c'est entré dans les manuels scolaires. Donc je le vois, moi, avec les étudiants, elle est beaucoup plus appliquée par les jeunes étudiants maintenant qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Donc ça va peut-être entrer dans l'usage, mais on a dit qu'on allait déturper la langue française en enlevant l'accent circonflexe sans se rendre compte, et ça c'est seulement si on a un regard historique, chronologique sur son histoire, l'accent circonflexe n'est là que finalement depuis la fin du XVIIe siècle. Il entre en 1740 dans le dictionnaire de l'Académie. Donc, il n'a pas toujours été là et c'est quelque chose qui pourrait encore changer. En quelques mots, est-ce que vous préférez parler de faute d'orthographe ou d'erreur orthographique, d'erreur d'orthographe ? Qu'est-ce que le mot faute ou erreur induit et peut provoquer ? Personnellement, je préférerais parler d'erreur parce que faute a une connotation un peu morale. Donc, je préfère erreur. Je crois que les didacticiens de l'orthographe préfèrent aussi aujourd'hui parler d'erreur, tout simplement à cause de la connotation un peu.
particulièrement négative de faute. Merci beaucoup Gabriela Parussa. Je rappelle que vous êtes professeur de linguistique et de philologie à la Sorbonne Université. C'est comme ça que l'on dit maintenant. Vous avez fait paraître Écrire le français chez Actes Sud. Et merci également à toutes celles et ceux qui ont préparé cette émission. Roxane Poulain, Rodi Eken, Bruno Barada, Anouk Milio. À la réalisation, c'était Margot Page, Jean-Guilain Meige et Éric Perruchot aux manettes.